Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet à la fois technique et stratégique, à savoir la financiarisation des professions réglementées. Pour comprendre les enjeux, limites et perspectives de cette tendance, nous avons le plaisir de recevoir Maître Sandrine Benaroya. Vous êtes avocat associé en M&A et en Private Equity chez Fairway. Bonjour. Bonjour. Donc, pour planter le décor, Maître Benaroya, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui à un mouvement de financiarisation en France des professions réglementées? Je crois qu'on peut le dire. D'abord, peut-être une précision un petit peu lexicale Oui. pour parler de financiarisation. Financiarisation, ce n'est pas le financement. La financiarisation, c'est le poids plus important de la finance dans l'économie ou dans les entreprises. Et effectivement, depuis maintenant un certain temps, depuis de nombreuses années maintenant, on voit un engouement des fonds d'investissement dans des opérations structurantes de professions réglementées. Alors peut-être, pour donner quelques exemples, J'allais y venir. là, vous voulez des exemples, beaucoup dans les professions de santé, initialement, beaucoup alors, dans les pharmacies, chez les radiologues, chez les biologistes également, où le mouvement de concentration a été extrêmement important, puisque en l'espace de 10 ans, le nombre de structures chez les biologistes a été divisé par 7. Aujourd'hui, il y a 6 grands groupes de biologistes financiers, assimilés financiers. Et ces grands groupes représentaient en 2023 les 2/3 des cabinets de biologie en ville. Donc on s'aperçoit que ce mouvement est très important. Ce que vous me dites, c'est que, pardon, on reviendra, Ouais. c'est que concentration, financiarisation rime avec un peu concentration. Alors, nécessairement, on va y venir après, parce que les financiers souhaitent de l'upside, et l'upside, c'est une taille, c'est de la croissance externe, et c'est par ce biais-là que l'investissement devient le plus rentable, je dirais. Et comment expliquer cette tendance de fond? Enfin, vous avez donc planté le décor, vous m'avez dit que ça concernait la santé, il y a aussi le secteur vétérinaire, les experts comptables, on va y venir après. Mais comment vous expliquez en fait ce phénomène? Alors, ce phénomène, je vais peut-être prendre l'exemple des experts comptables. Ce phénomène, il est lié d'une part à un besoin de la part des professions réglementées. Le besoin, c'est 3 choses. D'abord, c'est en général un sujet de vieillissement des professionnels. Alors, si je prends les experts comptables, par exemple, on a 50% des professionnels qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a un vieillissement, il y a un sujet de transmission, il y a un sujet de liquidité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la nécessité d'offrir, d'améliorer l'offre. Et pour ça, il faut des capitaux. Il faut des capitaux, il y a le défi de l'IA, il y a le défi du numérique dans ces professions-là. Et donc, il faut investir un petit peu. Troisième point, un besoin de se professionnaliser, d'insérer plus de contrôle de gestion, de RH, etc. Et là encore, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de professionnels. Donc ça, c'est côté professionnel. Maintenant, côté fonds, la cible est attractive parce qu'on est sur des métiers avec des flux de trésorerie qui sont réguliers et une forme de stabilité. Et puis, on est sur des métiers où l'upside est possible. Parce que justement, il y a tout à faire, il y a tout à construire, il y a à mutualiser des charges, il y a à construire des groupes. Et donc ça va attirer les financiers. Au milieu de ces 2 sujets, donc besoin des professionnels et volonté d'y aller de la part des fonds, il y a le sujet déontologie et il y a le sujet profession réglementée. Voilà. On va y venir, justement. Vous faites vous-même partie d'une profession réglementée, donc vous êtes avocate. Et comment, en fait, on peut concilier cette entrée des fonds, cette financiarisation, comment vous l'avez définie au préambule, avec comment concilier cette financiarisation avec les contraintes déontologiques qui sont assez fortes dans toute profession réglementée?
Alors, je dirais que le maître mot, c'est de travailler main dans la main avec les ordres professionnels. Ça me paraît la base, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille. Et nous, avocats qui structurons des opérations dans les professions réglementées, on va évidemment discuter, se concerter avec les ordres pour bien vérifier que le montage est en ligne avec les contraintes. Il y a un sujet qui est le sujet majeur, qui est celui de l'indépendance, parce que dans toutes ces professions réglementées, le principe basique, je dirais, c'est que le professionnel doit rester indépendant. Et cette indépendance, il faut arriver à la concilier avec le sujet de rentabilité de l'investissement et avec la pression liée au remboursement de la dette sur un certain nombre d'opérations. Donc, c'est ce sujet qui est un sujet délicat, avec, au milieu de tout ça, la question du contrôle. Qui contrôle? Parce que du contrôle naît l'indépendance. Justement, sur le contrôle, il me semble, en ayant préparé un peu cette interview, qu'il y a eu quelques décisions de jurisprudence. On a un peu de recul maintenant, vu que ça a commencé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez un peu nous dessiner les grandes tendances, peut-être sans rentrer en cas par cas, mais vraiment les grandes tendances de la jurisprudence qui se dessinent en matière de contrôle des fonds? Je vais vous parler des vétérinaires. Je vais vous parler des vétérinaires parce qu'il y a eu des arrêts du Conseil d'État en juillet 2023 qui ont un petit peu donné quelques lignes au milieu de tout ça. Les décisions concernent la radiation qui a été prononcée par l'Ordre des vétérinaires de sociétés d'exercice libéral dans lequel les investisseurs financiers étaient rentrés. L'Ordre des vétérinaires donc, a prononcé cette radiation et cette radiation a été confirmée par le Conseil d'État. Et on s'aperçoit que le contrôle dont je vous parlais à l'instant est au centre de la décision, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement regarder qui détient 50% des droits de vote, on va vérifier véritablement qui a le pouvoir de prendre les décisions stratégiques. Et notamment le fait que l'investisseur financier puisse nommer ou révoquer le président, ça c'est un problème. Le fait qu'un organe majoritairement contrôlé par un investisseur financier préalablement à une assemblée générale puisse prendre un certain nombre de décisions stratégiques, ça c'est un problème. Donc on a les grandes lignes de cet investissement qui ont été dessinées. Il y a des choses qui ont été complètement validées, qui ne posent pas de difficulté, notamment le fait d'avoir des actions de préférence avec une répartition des droits économiques différents de la répartition des droits de vote. Ça ne pose pas de difficulté. Donc on a une feuille de route et on s'inspire de cette feuille de route sur des sujets qui sont des sujets traditionnels dans l'investissement des fonds. Et cette jurisprudence sur les vétérinaires, elle est réplicable peu ou prou, dans les grandes lignes, sur les autres professions réglementées, je pense par exemple aux experts comptables? On s'en inspire évidemment. Et puis, nous professionnels, on a travaillé à partir de ces décisions et des recommandations qui ont été faites également par le gouvernement pour construire au milieu de tout ça nos deals et pour proposer aux professionnels et après soumettre à l'ordre évidemment des packages qui soient des packages compatibles avec les exigences professionnelles. Si je comprends bien, Maître Benaroya, ce n'est pas tant un sujet de majorité capitalistique que de contrôle effectif sur la vie de la structure. Absolument, absolument, c'est tout à fait ça. Et donc, on a parlé de vétérinaires, d'experts comptables. On va parler peut-être de votre profession, du monde du droit, donc des avocats et des notaires. Est-ce qu'une financiarisation des métiers de droit vous paraît envisageable? Je sais qu'elle existe dans le milieu anglo-saxon. Est-ce qu'en France, c'est que l'ordre, ils sont très attachés aussi bien à l'ordre des avocats que des notaires sur l'indépendance des professionnels? Est-ce que ça vous paraît envisageable à terme? Alors, écoutez, d'abord, j'ai pas de boule de cristal, ça c'est sûr.
Ensuite, le sujet est tellement sensible que c'est évidemment compliqué de se prononcer là-dessus. Je peux vous parler de ce qui existe ailleurs, où effectivement, notamment au Royaume-Uni et en Australie, le mouvement la loi a été modifiée pour permettre l'entrée d'investisseurs, que ce soit des assureurs, des banques, des fonds d'investissement, dans des structures d'avocats. Et ça fait déjà un certain temps, puisque c'est vraiment le début des années 2000, et notamment au Royaume-Uni, avec la possibilité de créer alors des ABS. Alors ABS, ce n'est pas abus de biens sociaux dans ce cas-là, c'est des Alternative Business Structures, qui permettent l'entrée de ces professionnels. Donc ça existe. Est-ce que ça va exister en France? Je ne sais pas vous le dire. En revanche, côté notaire, le problème est plus complexe parce que les notaires disposent d'un monopole d'État sur un certain nombre d'actes, et c'est le cas dans beaucoup de pays, hein, pas uniquement en France. Il y a des tarifs réglementés, il y a une vraie mission publique qui est rendue, et pour l'instant, je n'ai pas connaissance, mais peut-être que je n'ai pas connaissance de tout, je n'ai pas connaissance d'ouverture du capital aux notaires. Dernière question, peut-être pour synthétiser cette interview passionnante. Ce que je comprends, c'est qu'au cas par cas, et à chaque fois, il faut demander, alors je ne parle pas des avocats et des notaires, mais surtout des experts comptables, des vétérinaires, à chaque fois, vous travaillez avec les ordres pour voir ce qui est possible de ce qui n'est pas, et c'est en étroite collaboration avec les ordres professionnels. Alors, c'est évidemment ce qu'on fait. C'est évidemment ce qu'on fait. Après, en matière de contraintes légales, normalement, le contrôle est plutôt a posteriori. Alors, ça dépend évidemment des ordres, mais c'est plutôt a posteriori. Mais nous, on tient à travailler main dans la main avec les ordres, effectivement, pour ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Donc ça peut être des contacts informels, ça peut être, voilà, c'est d'essayer de travailler en bonne intelligence et de toute façon, les ordres travaillent aussi beaucoup sur ces sujets-là pour eux-mêmes donner des guidelines aux professionnels sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire par rapport à l'entrée d'investisseurs. Merci beaucoup, Maître Benoroya.